Le principe de la purge est naturel. Il faut toujours purger quand on change de régime. Si vous ne purgez pas, vous gardez plus ou moins intacts les réseaux qui soutenaient le régime ancien. Et beaucoup auraient raison à ce moment de dire « Oh, il n'y a pas vraiment de changement parce que la purge n'a pas été faite. » Et je comprends votre réaction. Mais je dis, dans le débat qui nous préoccupe, nous, au BDP, ces choses-là sont cosmétiques, on s'en fout, à la limite. Ce qu'on veut voir, c'est le débat de la réforme. Ça, c'est ce qu'on attend et on veut s'impliquer dans ce débat. Donc, monsieur, on va, si vous voulez dire quelque chose, allez-y. Non, c'est juste pour continuer avec l'autre question de Christian Gemenieux, qui dit que la première étape étant franchie, chasser les bongos du pouvoir. Donc, place à la reconstruction institutionnelle du pays qui nécessite votre apport technique et idéologique. Donc, il pose la question à quand votre retour au pays? Docteur Mangare, monsieur, on va pour y participer. Ben, ne voyez pas le retour uniquement comme une affaire physique, hein, mes chers compatriotes. Le retour, d'abord, il faut l'imaginer comme peut-être le fait, peut-être, nous puissions espérer du nouveau, du gouvernement de transition, qu'il nous laisse pour une fois libre de penser, libre de circuler. Et que le Gabonais qui veut circuler, penser, parler, puisse le faire librement sans entrave. Je crois que c'est la première chose. Nous sommes à l'ère de la technologie, les voyages. Quand je vous parle aujourd'hui, vous êtes connectés là, c'est une manière pour moi déjà de contribuer au débat. Peut-être que des gens de M. Oligui écoutent ce qu'on fait là, ils vont prendre certaines idées. C'est déjà une manière de contribuer au débat. Le débat n'est pas juste une question d'aller prendre un poste politique, hein, parce que nous devons aussi changer cette mentalité. Hein. Contribuer au débat, c'est simplement à dire, je vais me connecter à l'émission du docteur Mengara, peut-être qu'il dit de bonnes choses qui peuvent inspirer la pensée politique nationale. Contribuer au débat, c'est un peu comme on a fait là, si vous allez sur le site congrèscitoyen.org, hein, congrèscitoyen.org, on a mis là-bas une constitution qui nous paraissait comme un bon modèle pour le Gabon de demain. Ceux qui sont au pouvoir peuvent le prendre et s'en servir, et on aboutirait automatiquement à une contribution. Donc, ce n'est pas aujourd'hui une question d'être au Gabon ou ne pas être au Gabon. Ce qui doit compter, c'est que est-ce que les idées circulent entre nous qui sommes à l'étranger et ceux qui sont au Gabon? Et est-ce que ceux qui sont au Gabon sont capables d'écouter, d'intégrer ces idées-là? Sous Bongo, les seules idées qui étaient importantes pour eux, c'était de dire « Oh, venez, on vous donne un poste ». Ça, c'était sous les Bongo. Mais le poste en question, c'était quoi? Un poste pour la corruption, un poste pour vous faire taire, un poste justement pour ne pas intégrer vos idées novatrices. Ce qu'on veut maintenant du Gabon, c'est des gouvernants à l'écoute de tout le monde, capables d'intégrer les idées de tout le monde. Maintenant, si moi, demain, je décide de m'engager politiquement sur le terrain, ce sera aussi peut-être pour venir vendre une idéologie, une approche, une idée de la gouvernance du Gabon qui va s'appuyer sur ce que nous, dans notre groupe, par exemple, penserions, hein, que nous devons faire du Gabon de demain. Donc, je n'exclus pas, hein, cher ami, que je viendrai au Gabon forcément, mais nous attendons de nous aussi transitionner. Hein. Quelqu'un a posé tout à l'heure la question, est-ce que le mot bongo doit partir ou le bongo là va sauter? Oui, ça doit sauter, mais ça veut dire que nous devrons aussi avoir transitionné, nous, en tant que mouvement politique, quand même structuré, vers une nouvelle structure. Hein, celle que nous appelons déjà plus ou moins Congrès citoyen pour la réforme, pour que nous puissions, peut-être sous cette nouvelle identité, engager le débat de la réforme tel que nous la voyons. Que nous soyons à l'étranger ou au Gabon ou j'en sais rien, n'est pas tellement important. L'important, c'est que les idées voyagent, que ceux qui sont avec nous dans la manière de penser le Gabon puissent venir à nous rejoindre, adhérer à ce que nous proposons déjà ici comme plateforme, hein, c'est-à-dire le Congrès citoyen. Et vous pouvez y aller encore, congrèscitoyen.org, et adhérer dès aujourd'hui pour nous accompagner notre réflexion dans le Gabon qui s'annonce. Voilà, en fait, je crois, monsieur Omba, ce que je peux dire à notre frère, qu'il ne soit pas trop impatient. Le coup d'État ne date que de 10 jours. On ne fait pas le monde en 10 jours. Hein. Il faut laisser le temps au temps, mais il est obligatoire que il y a une porte là qui s'ouvre, une brèche qui s'ouvre dans laquelle nous comptons nous engouffrer. Vous nous verrez forcément au Gabon, d'une manière ou d'une autre, contribuer nos idées dans le débat politique national. Voilà. Donc, est-ce que, voilà, il y a une autre question éventuellement? Il y a une autre question là de Charles Antonin là qui parle de la charte. Hein, il nous demande de regarder cette charte et lui dire si elle est démocratique.
Surtout, il pose la question sur l'article 46. Je demande si l'article 46 est sérieux. Ça dit que j'ai toujours envie de répondre à mon frère. Lui, il m'a accusé d'être émotionnel. Hein, mon cher Antonin. Bon, je vous retourne un peu la remarque, hein, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes émotionnel, parce que je vais encore vous dire que vous créez des attentes qui ne sont pas en réalité réalistes ni raisonnables. Voilà. Vous attendez de soldats qui ont pris le pouvoir par les armes de vous créer une démocratie automatique. Ce n'est pas réaliste. Je peux même vous dire que votre première réaction devrait être de vous méfier en disant « Ah, la charte là déjà, elle ne peut pas être parfaite, il faut déjà être... Elle ne peut pas être parfaite et elle ne peut pas être démocratisante. » Est-ce qu'il y a démocratie quand un homme prend des décisions tout seul? Dites-moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La charte institue ce qu'on appelle un pouvoir d'exception. Donc, une gouvernance d'exception où les décisions sont plus prises par décret que par consensus, où les décisions sont plus ou moins prises par un homme et non pas par même concertation. Un pouvoir d'exception veut dire qu'un homme décide pour tout le pays. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est une charte d'exception qui dit que nous ne sommes pas en démocratie encore. Nous sommes à un moment où un homme va dire au gouvernement ce qu'il doit faire. Un homme va dire à tout le pays ce qu'il doit faire. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est que cet homme soit inspiré par l'intérêt national et fasse dans le sens qui nous conviendrait à tous. Mais vous ne pouvez pas redéfinir un pouvoir d'exception sur la base de critères démocratiques. Par contre, votre travail devrait être de nous rejoindre, de rejoindre d'autres qui veulent justement poser le débat du Gabon de demain. La transition va durer quoi? 1 an, 2 ans? Mais il faut qu'au bout de cette transition, j'en sais rien, peut-être 3 ans, quelle que soit la durée, mais il faut qu'au bout de cette durée, nous ayons la garantie que le Gabon va être un Gabon différent, que nous aurons des élections transparentes. Et ce débat doit commencer maintenant, pas dans 1 an, pas dans 2 ans, maintenant. C'est à nous d'influer sur la marche du pays, sur la direction des réformes, en engageant le débat. Pas parce qu'on serait, comment on appelle ça, en train d'imaginer une situation idéale qui malheureusement ne peut pas être idéale dans le contexte actuel. Nous serons forcément dirigés pendant un moment, pendant toute la durée de la transition, par des institutions qui ne sont pas démocratiques. Quand vous voyez la charte, elle décrit un système autocratique, mais que nous supposons pour le bien du pays. Il faut juste que ceux qui sont là soient suffisamment éclairés pour dire, écoutez, on va faire du mieux que nous pouvons, non seulement pour gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection, mais surtout aussi pour gérer la réforme, pour que la réforme aille vraiment dans le sens le plus démocratisant possible, qui ferait que, quand l'élection se tiendra, on change de régime. Et donc, ce modèle de gouvernance d'exception ne soit plus en place. Oui, je crois que c'est tout ce que nous avons à faire. Hein. Ne nous leurrons pas, ne nous inventons pas des situations qui ne sont pas réalistes. Voilà. Alors, et puis, j'ai envie de dire aux Gabonais, vous attendiez quoi, hein? Monsieur, on va, bon, sauf s'il y a une autre question, mais j'aimerais aussi attaquer ce volet-là, ou si vous voulez d'abord intervenir, j'en sais rien. Mais j'ai une remarque à faire à ces Gabonais qui semblent un peu déçus de ce qui se passe. Parce que je leur pose toujours la question, vous attendiez quoi? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous attendiez d'un coup d'État? Il y a une réflexion à mener là-dessus aussi. Donc, monsieur, on va, sauf si vous n'avez rien à dire, je pourrais aller même un peu plus loin dans l'analyse. Je vais peut-être énoncer ce que vous allez faire par la suite. Je ne vais pas être long là-dessus, c'est juste pour tirer des parallèles sur les critiques de cette charte que on a mise en place pour gérer la transition. Et c'est là vraiment qu'il faut qu'on fasse très attention parce que on doit vraiment lire entre les lignes pour mieux comprendre
les articles. Parce que j'ai parcouru rapidement, parce que j'avais pas encore tout lu, mais j'ai fait une lecture rapide. Et j'ai eu des incohérences dans cette charte. Parce que quand on regarde l'article 37 qui dit que le mandat du président de transition prend fin après l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Ça veut dire, parce qu'il nous l'a promis, lui-même dans plusieurs discours, il disait qu'il n'est là que pour la transition et il remettra le pouvoir à celui qui gagnera l'élection. Mais quand on lit l'article 40, qui prévoit que le vice-président de la transition n'est pas éligible à l'élection qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Là, c'est le vice-président. L'article 44 s'ajoute à cela pour dire aussi que les membres du gouvernement de transition ne sont pas éligibles à l'élection qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Mais si on s'en tient seulement à ces deux-là, on se pose la question. Moi, personnellement, je me pose la question. Où se trouve le président dans tout ça? Parce qu'il n'est stipulé nulle part que le président de la transition n'est pas éligible à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Nulle part, je l'ai vu. Ça suppose donc que le président de la transition peut aussi être candidat à la prochaine élection. Si je ne sais pas si je me trompe, parce que ma lecture, je cherchais, parce que lorsque j'ai lu l'article 40, l'article 44, je cherchais un autre article qui lui, interdisait le président de transition à une participation à l'éventuelle élection qui sera organisée, je ne sais pas, après 2 ans. Je ne l'ai pas vu. Donc, ce qui veut dire que la promesse du président, nous, on veut seulement suivre ce que le président dit, parce que le peuple, on a maintes fois menti à ce peuple-là. On lui a raconté beaucoup de choses, on lui a promis, on lui a fait beaucoup de promesses, mais à la fin, le peuple, à un moment donné, il est fatigué. Et là encore, je fais partie du peuple. Mais j'ai fait cette analyse parce que je vois une incohérence une incompatibilité entre la possibilité du président à être éligible à l'élection présidentielle qui suivra la transition et l'article 37 qui lui dit que lui, il n'est chargé que de la transition et il doit remettre le pouvoir à la personne qui va gagner cette élection. Et quand on se rappelle de ce qu'il nous a promis dans plusieurs de ses discours, où il disait qu'il n'est là que pour la transition et il doit remettre le pouvoir au peuple gabonais. On se pose la question. Donc moi, en tant que Gabonais, membre du BDP, j'aimerais voir un article qui dit que le président, parce que là, ce sera clair, l'article 44 ne parle que du gouvernement. Il ne parle pas du président de la République, chef de l'État. Est-ce que dans cette transition, le président, on lui dit, sera candidat à la prochaine élection? On se pose cette question. Sinon, il faut qu'on sorte un article qui dit que le président de la transition ne peut pas être éligible à l'élection qui suivra la transition. C'est un peu ma réflexion que vous pouvez peut-être que vous avez autre chose à dire là-dessus, mais moi je trouve qu'il y a déjà une incompatibilité là-dessus. Voilà. Et c'est là que, ça nous permet maintenant d'arriver justement il y a quelqu'un qui veut rentrer là pour une question, oui, je ne sais pas si vous le voyez. Je le vois, qu'il reste connecté, on va le mettre tout à l'heure puisqu'on veut d'abord finaliser notre pensée. On dirait que c'est notre ami Cédric Rebieno de la dernière fois. Qu'il reste connecté, on va lui donner la parole tout à l'heure. Monsieur Rebieno, on vous donnera la parole tout à l'heure. Non, je vais juste écouter. Je n'ai pas de questions pour le moment. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ouais. Alors, donc vous pouvez enlever votre micro pour le moment. D'accord, ok. Voilà. Je vais le muter tout cela. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Alors, donc, monsieur, on va merci d'abord de la transition parce que on avait promis ce soir de peut-être aussi regarder la charte et l'expliquer aux Gabonais telle que nous on la comprend. On va donc faire, on va presque dire une étude de texte ensemble.
pour explorer un peu ce que nous trouvons problématique dans la charte. D'abord, on ne va pas s'attaquer à ce qui va de soi, les bonnes choses et tout, mais on va plutôt regarder ce qui nous semblerait un peu bizarre, problématique et peut-être digne d'intérêt et de débat. D'abord, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que la manière dont la charte a été écrite nous met en fait en position de pouvoir, de transition à pouvoir mixte. Et je vais le dire un peu parce que les gens doivent comprendre pourquoi je le dis. Si vous regardez bien, et peut-être que personne n'a fait attention à ça, cette charte, à plusieurs endroits, et je vous confie, en fait, je peux la partager puisque je l'ai ici. En fait, on va partager ça sur l'écran d'ailleurs. Alors, où est-ce qu'elle est, la charte ici? Comme ça, les gens verront un peu ce dont nous parlons pendant qu'on parle, justement. Bon, vous allez voir déjà que en plusieurs endroits de la charte, d'accord, on peut prendre par exemple l'article 1er, regardez bien. Si vous regardez bien ça a l'air un peu flou, hein, je ne sais pas si les gens verront. Ça n'a pas l'air clair. Alors, si vous regardez bien la charte, vous verrez que l'article 1er, l'article 35, l'article 36, l'article 42, l'article 51, l'article 53 et l'article 61, tous ces articles, et peut-être il y en a d'autres que j'ai ratés là, semblent faire référence à la Constitution de mars 1991. Le droit a ce principe assez bizarre que, au moment où on nous présente la charte, que cette charte elle-même dit reposer sur la Constitution de 91, est-ce que nous ne sommes pas finalement dans un système à pouvoir mixte où eux-mêmes, je ne sais pas si c'est par maladresse ou par intention, ont plutôt ravivé la Constitution de 1991. Vous voyez? Parce qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles là qui nous ramènent toujours à cette Constitution, au point où on doit se demander en fait si la charte et la Constitution ne sont pas en train de fonctionner en même temps, parce que rien que par ces références, nos amis de la transition ont ravivé, en réalité, ont ravivé la charte, la Constitution de 91. Et pour les gens qui ne comprennent pas l'histoire du Gabon, la conférence nationale avait accouché d'une constitution. Et donc, on avait eu des élections législatives en 90 pour élire le nouveau Parlement multipartiste qui a donc voté pour cette charte-là, cette nouvelle constitution qui est devenue active le 26 mars 1991. Alors, ça c'est important, pourquoi? Parce que si aujourd'hui la transition peut clarifier, n'est-ce pas, est-ce que nous fonctionnons sur la base de cette charte ou sur la base de la Constitution de 91? Il faut qu'on soit capable de clarifier ça. Parce que moi, quand je lis ce document, j'ai envie de dire que nous sommes en fait en train d'être gérés par une transition, mais qui en réalité repose sur les grands fondamentaux de la Constitution de 91. Et dès lors qu'il y aurait des principes dans cette charte-là qui contredisent cette Constitution, il y a un problème. Vous voyez? Parce que c'est soit la charte elle-même, elle est auto-contenue en tous ses principes, soit elle repose sur une constitution, mais dans ce cas, la constitution en question doit être reconnue officiellement, comme la constitution de la République. Donc, écoutez-moi bien, parce que je suis là, je ne suis pas un juriste, mais ce que je semble comprendre du droit est quand même là, que ce n'est pas juste un article. Ça ne fait pas référence à un article particulier, mais de manière générale, on dit les valeurs affirmées dans la Constitution du 26 mars 91. Si on va par exemple à l'article 35, on retrouve la même chose ici. Article 35, voilà.
les pouvoirs et prérogatives du président de la transition sont définis dans la présente charte et la Constitution du 26 mars 1991. Dont les pouvoirs du président de la transition ne dépendent pas uniquement de la charte, mais aussi de la Constitution du 26 mars 1991. Il y a une ambiguïté juridique ici qui est peut-être même très grave parce que le système mixte lui-même n'a pas été défini dans la charte pour dire, écoutez, nous prenons cet aspect de la Constitution de 91, c'est en fait un mélange qui est plutôt méli-mélo et qui crée la confusion, en fait. Est-ce que nous fonctionnons sur la base de la charte ou sur la base de la Constitution de 91? Il n'y a pas de modulation là. Les prérogatives du président de la transition sont définies. Je lis l'article 36. Les pouvoirs et prérogatives du président de la transition sont définis dans la présente charte et la Constitution du 26 mars 1991. Mais vous voyez qu'il y a déjà un problème. La Constitution de 91, elle consacre un président élu par le peuple. C'est contradictoire avec la charte de la transition. Donc, si nous partons de ce point de vue, il y a un méli-mélo qui est grave. Et le gouvernement de la transition doit clarifier cela. Ce n'est pas un document, cette charte n'est pas bien écrite, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est contradictoire. Si on va à l'article 42, elle dit le Conseil national de la transition exerce les prérogatives définies par la présente charte et la Constitution du 26 mars 91. Mais enfin, les deux ne peuvent pas aller ensemble. La Constitution de 91 est basée sur des critères de démocratie et celle de comment on veut dire ça? Celle de et la charte elle-même donc du 30 août là, ou je ne sais pas quand elle a été promulguée, elle n'est pas basée sur des principes de démocratie. Est-ce que les prérogatives du Premier ministre, par exemple, sous la Constitution de 91, sont applicables sous la charte, par exemple? Vous voyez? Donc, il faut, à un moment, être capable de clarifier ça. Si on va à l'article 42, enfin, ce que je viens de dire, 51, donc dans ce cas-ci, on nous dit le Parlement de la transition exerce ses prérogatives définies par la présente charte et la Constitution du 26 mars 91. Mais enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est déjà des contradictions qui sont intenables. Le Parlement de la Constitution de 91 est pluraliste et donc découle d'une élection démocratique. Là, ce sont des parlementaires nommés. Donc, il y a une sorte d'antinomie intenable ici. Donc, moi, je ne donne qu'un conseil à nos amis, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut clarifier ça. Est-ce que nous sommes dans un régime mixte où il y a le gouvernement de transition qui opère selon certains critères, mais nous renvoie automatiquement à celle de 91 qui, elle, définit d'autres critères, mais le problème, c'est que celle de 91 est totalement démocratique. Alors que la transition, elle est totalement le contraire de la Constitution de 91. Donc, est-ce qu'on y fait référence? Pourquoi? Mais ce que je veux dire, c'est que légalement, ils ont ravivé, eux-mêmes sans le savoir, la Constitution de 91. C'est peut-être une maladresse, mais il va falloir qu'ils clarifient ce débat-là aux Gabonais. Ce n'est pas clair, parce que pour moi, si on me dit que c'est 91, ça veut dire qu'on ne devrait même pas avoir un président de transition exceptionnelle militaire. À la limite, le principe de transition de 91 devrait s'appliquer. N'est-ce pas? Vous voyez, voilà. Donc, enfin, j'essaie de dire, j'essaie juste de dire parce que moi, bon, je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne suis même pas juriste. Tout ce que je fais, c'est que je suis un littéraire, je lis et j'essaie de comprendre ce qu'on me dit. Voilà. Alors, on nous parle de la Cour constitutionnelle de la transition qui aussi va contrôler la conformité à la présente charte et à la Constitution du 26 mars 91. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on ranime en réalité la Constitution de 91. Alors, on fonctionne donc en fonction de quoi? Moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe.
Et finalement, je crois que 61, hein, l'article 61, c'est encore là. En cas de contrariété entre la charte de la transition et la constitution de 26, les dispositions de la présente charte s'appliquent. Bon, ok, je veux bien. C'est peut-être une manière de vouloir clarifier que la charte actuelle dépasse la constitution. Mais là encore, c'est un argument totalement intenable. La constitution d'un pays, du Gabon, a été votée par l'Assemblée du peuple en 91. On ne peut pas faire qu'une charte dépasse la Constitution. Vous voyez, ça c'est techniquement, quoi qu'on fasse, on ne peut pas le faire. Voilà pourquoi moi je conseillerais à nos amis de renettoyer leur charte, d'enlever la Constitution de 91 s'ils veulent vraiment fonctionner sur la base d'un régime d'exception. Mais tant qu'il y aura ces références, c'est antinomique et en réalité intenable. On ne peut pas faire qu'une constitution votée par les représentants du peuple, qu'on a ranimé. Ça veut donc dire qu'on a remis sur la table le fait que ceux qui ont voté la Constitution en 91 l'ont voté au nom du peuple gabonais parce que c'était les élus du peuple issus, l'Assemblée du peuple issus du vote de 90 qui a entériné cette nouvelle Constitution. Elle a été promulguée selon les règles les plus républicaines. Voilà. Donc, nous devons absolument, mes chers compatriotes, en tenir compte. Oui, la transition, la charte, voilà. Mais je dis, oui, on l'affirme ici, mais ce n'est pas une affirmation légalement cohérente. Une charte ne peut pas faire, comment dire ça, ne peut pas nullifier les dispositions d'une constitution en vigueur. C'est ce que je suis en train de dire. On peut le faire, on peut le déclarer, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout ce qui est déclaré, même dans la loi, qu'on doit légaliser. C'est-à-dire que si on était en fait dans un système un peu de démocratie, on soumet l'article 61 à une cour constitutionnelle, elle devrait être capable de l'invalider tout de suite. Vous voyez? Donc, c'est soit on est sous le coup de la Constitution de 91, soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas avoir les deux temps. Et on ne peut surtout pas avoir une situation où on ranime une Constitution dont elle devient entièrement valable, et puis on dit, oh, on va faire que une autorité de transition ait plus de pouvoir sur la volonté du peuple. Non, 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 non. C'est-à-dire que ce sont des actes comme ça, en réalité, que vous faites, vous voyez, en temps normal, dans une démocratie, imaginez que vous soumettez une constitution et tout ça, et elle doit être ratifiée par la Cour constitutionnelle. Mais un article comme ça, la Cour dit non, c'est irrecevable. Vous voyez, c'est antinomique. Donc, ça, ce n'est que pour le principe. Bon, moi, je dis simplement que si on a ravivé cette constitution, peut-être qu'il faut aller vers cela. Mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux enlever les références et refaire tout ça pour que ça soit autocontenu, n'est-ce pas? Des règles autocontenues. C'est beaucoup mieux. Parce que sinon, c'est la confusion la plus totale. Voilà. Un article écrit n'est pas forcément juridiquement cohérent ou valable. Voilà pourquoi des cours constitutionnels vont parfois dire tel article de tel projet de loi est anticonstitutionnel. Vous voyez? Et donc, si on ravive une constitution et qu'on crée par la suite ou concomitamment un article qui contredit cette même constitution au moment où on la ravive, c'est la constitution qui doit dominer, pas l'article anticonstitutionnel. Et voilà pourquoi une charte comme celle-ci devient automatiquement dans son entièreté anticonstitutionnelle dans le cadre où la Constitution de 91 existerait dans son entièreté. C'est soit on est dans la charte, soit on est dans la Constitution. Les deux ne vont pas ensemble. Vous voyez? Donc, voilà un peu d'abord la première chose que je voulais dire. La seconde chose, monsieur Omba, par rapport aux discussions qui sont en train d'être menées, c'est que, vous l'avez dit, la question de l'éligibilité des membres du gouvernement a semblé assez claire quand il s'agit de dire, voilà, les présidents, enfin les ministres, les présidents de la Cour constitutionnelle et tous les autres, voilà, ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Mais il va sans dire que dans le cas du président de transition,
c'est encore un peu flou. Est-ce qu'il se présente, oui ou non? Moi, j'essaie plutôt de dire que bon, on va le prendre à son mot, puisqu'il dit que le but pour lui et les militaires n'est pas de s'éterniser au pouvoir. D'accord? Que le but, c'est plutôt de tout faire pour remettre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition. Moi, je veux le prendre au mot et me rassurer que, effectivement, cette déclaration veut dire qu'il ne sera pas candidat et que le but est justement d'accompagner le pays vers une élection transparente et que, suite à cette élection, le peuple pourra décider, en âme et conscience, librement, de qui va le diriger. Si ce n'est pas le cas, ça sera certainement un problème parce que quand on est président de transition jusqu'au bout, il faudra certainement dire aux Gabonais si oui ou non le poste tel qu'il le définit, même quand on dit qu'il est ministre de la Défense, est-ce que ça l'autorise à se porter candidat? Il faut clarifier ce débat-là. Je n'ai pas de réponse, mais je crois que tous les gens qui émettent cette opinion ont le droit de le savoir. C'est une chose très importante. Mais je vais même aller plus loin, monsieur Onva. Une charte comme celle-là doit être un peu plus précise, même sur ces points-là. Parce qu'elle doit nous dire aussi si, par exemple, le ministre démissionne. Parce que, est-ce que nous parlons là uniquement des ministres en poste au moment où l'élection se tient? Ou est-ce que nous parlons de tout le monde? C'est-à-dire que, voilà, que vous ayez été ministre même pour un jour, ça s'applique à vous. Parce que si on ne clarifie pas ça, il suffirait que quelqu'un démissionne, n'est-ce pas, quelque temps avant la prochaine élection pour se porter candidat. Donc, la charte n'est pas encore suffisamment précise à ce niveau. Il faut qu'on nous dise, est-ce qu'il y a une exception? Parce qu'en droit, on dit souvent que ce qui n'est pas défini est autorisé. Malheureusement. Tout ce qui n'est pas défini est plus ou moins autorisé. Ça veut donc dire que si on n'a pas précisé que le président de la commission ne peut se porter candidat, il y a une ambiguïté suffisante pour dire, c'est pas spécifié de manière claire comme avec les autres, et la conséquence, c'est que il peut se présenter. Première chose. Mais secondo, même tous les autres membres du gouvernement, il y a une faille juridique qui voudrait que si quelqu'un démissionne, il va dire, moi, je n'étais pas au gouvernement au moment des élections, donc je peux me présenter. Cette faille-là doit être bouchée, reprécisée. On doit nous dire que même si c'était pour un jour, puisque vous avez occupé les fonctions, même pendant un jour, vous avez été là, vous avez prêté votre serment, vous êtes donc ministre officiellement. Dès ce moment-là, vous l'avez été pendant 1 minute. Cette minute-là veut dire que vous ne pouvez pas vous présenter. Ça a aussi besoin d'être clarifié. Donc, je crois que là encore, les articles, voilà. Alors, maintenant, si vous voulez, monsieur Onva, il y a d'autres problèmes que moi, je n'ai pas trouvé intéressants, comme par exemple, qu'on définisse pendant une transition un Sénat. Moi, ça m'embête. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai cru entendre par là les gens parler d'une sorte d'assemblée constituante. Vous voyez? Donc, moi, tel que je le comprends, l'assemblée constituante doit être simplement une chose unique, un seul organe. Un seul, pas deux, un seul. Dont le but sera principalement de accompagner la mise en place de la nouvelle constitution. Voilà pourquoi on appelle ça assemblée constituante. Elle constitue, elle crée la constitution. Et c'est dans le cas de cette assemblée constituante que va se redéfinir en réalité, vont se redéfinir les contours du Gabon de demain, c'est-à-dire une situation finalement où l'assemblée sera faite d'hommes et de femmes, société civile et ainsi de suite, qui ont pour but simplement maintenant qu'on lui donne quelques pouvoirs de législation en termes d'accompagner ce que la transition fait, pourquoi pas? C'est aussi son rôle. Mais en réalité, on ne peut pas juste répliquer comme ça le modèle des bongos, Assemblée, Sénat, alors qu'en réalité, rien ne s'y prête. Et c'est pas important. Et en fait, tout ce qu'on crée, c'est les mêmes complications inutiles. Une assemblée constituante devrait être spécifiquement organisée pour l'objectif de réformer le pays et nous amener à de nouvelles élections. Donc, moi, j'aurais proposé qu'on désencombre
hein, le principe, en gardant simplement le principe de l'Assemblée constituante, sans Sénat, sans rien. Tout le monde qui sera nommé ira dedans dans ce machin, et puis les gens voteront des lois selon ces critères-là. Alors, donc, voilà un peu déjà ce que moi je trouve problématique hein, dans cela. Le Sénat n'est pas du tout nécessaire, il faut éliminer cette histoire du Sénat. Ça va encore créer des appétits aussi politiques, entraîner des trucs de corruption, ainsi de suite. Alors, maintenant, on a, bon, ça, le Sénat, je crois que c'était à l'article 45, hein, pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Ah oui, et puis l'article 46, il dit quelque chose d'important, monsieur Onva. Ils disent à l'article 46 que seuls les partis politiques légalisés pourront aller au Sénat. Alors, je pose quand même la question. Vu la manière fantaisiste dont le régime des Bongo hein, accordait les récépissés de légalisation, monsieur Onva, bon, vu hein, la manière fantaisiste, parce qu'au Gabon, on n'accordait pas les récépissés à tout le monde. Ça veut dire que l'Assemblée ou le Sénat là, risque d'être simplement un nid d'anciens pédégistes ayant des partis légalisés. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont d'abord procéder peut-être à la légalisation de certains partis avant de mettre en place le Sénat? Je ne sais pas, hein, mais tout ce que je dis, c'est que si on s'en tient simplement à la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, il n'y a que des bons qui seront dans ce Sénat. Parce que ceux qui ont des partis légalisés aujourd'hui, ce n'est pas toujours les hommes et les femmes qui défendent les intérêts des Gabonais. Donc, on risque d'avoir un système-là qui est totalement bongoïste. Oui. Ça encore, il faut s'y pencher, parce que sinon, ça ne répondra pas du tout aux attentes des Gabonais. Alors, donc, nous avons aussi l'article 59 qui dit ceci, et je vais le lire hein, pour qu'on comprenne où je veux aller. L'article 59 dit ceci. Les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, et tous les acteurs qui ont participé aux événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la Nation bénéficient de l'immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des actes posés lors des 10 événements. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. Bon, pourquoi pas? Mais j'aimerais quand même qu'on soit aussi clair. L'immunité a besoin d'être vraiment dans ce cas-ci mieux reprécisée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas me dire quand même que si on découvre que, et je donne un exemple, pendant qu'on découvrait l'argent volé hein, par les gars du régime, hein, et on découvre que l'un des militaires gradés ou j'en sais rien a peut-être ordonné à un officier de lui prendre 1 million ou 2 millions de ce montant pour aller cacher chez lui. Et on va dire qu'on va quand même lui donner l'immunité. Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Vous voyez, si on découvre que pendant ce temps, une de ces personnes a tué quelqu'un dans un autre cadre ou j'en sais rien, est-ce qu'on lui donne l'immunité? Il serait peut-être bien, à mon avis, d'être un peu plus précis là. Hein? C'est-à-dire que c'est un peu encore trop vague parce que ça risque de couvrir n'importe quoi pendant cette période. Alors que ce que je crois comprendre, en fait, c'est qu'on veut que les gens parlent de l'intervention politique elle-même, c'est-à-dire ceux qui ont participé au coup d'État de près ou de loin, hein, à son organisation, à sa mise en place et tout le reste. Donc, il faut que on soit plus précis parce que moi, j'ai toujours peur du mot immunité hein, quand c'est vague. Il faut qu'on soit sûr. Est-ce que c'est absolument lié uniquement à ceux qui ont participé politiquement à la mise en place du coup d'État, auquel cas on comprend? Ou est-ce que ça s'étend à d'autres crimes qui auraient pu être commis par les mêmes pendant cette période? Vous voyez, vous découvrez une maison avec 1 milliard, vous le prenez pour vous-même et vous cachez ça aux autorités. Est-ce que ça veut dire que vous êtes immunisé aussi? Vous voyez, moi j'ai quelques craintes, il faut qu'on reprécise ça. Alors, et puis l'article 60 m'amuse un peu aussi, parce que l'article 60 dit la présente charte entre en vigueur dès son adoption par les forces vives de la nation.
Bon, bon, je ne sais pas à quel moment on aura eu une réunion des forces vives de la nation. Monsieur Onva, est-ce que moi, je ne sais pas, j'ai raté peut-être un événement, hein? Est-ce qu'il y a eu un moment? Non, Voilà. je pense Il me pas. semble qu'elle est rentrée en vigueur par la volonté des soldats eux-mêmes, qui l'ont mise en place. Et puis, on a prêté serment là-dessus. Mais cet article-là, je ne sais pas ce qu'il fait là, parce que techniquement, ils se sont compliqués un peu la tâche pour rien, j'ai l'impression. Parce que cet article-là, les forces vives de la nation, c'est comme si on allait dire, OK, avant de valider la charte de la transition, on va procéder à un vote référendaire qui va permettre à tout le monde de voter la charte. Il me semble pas que ça a été le cas. Là encore, bon, je suis juste en train de signaler les aspects qui sont un peu bizarres dans la charte, mais je comprends, monsieur Onva. Bon, ils l'ont fait un peu dans la précipitation. Je crois qu'au départ, on devait juste faire une prestation de serment un peu désordonnée, et puis il y a eu des pressions d'Internet et de tout le monde qui leur a fait comprendre que non, organiser au moins une charte. Et ils ont fait ça de manière précipitée, mais comme elle est susceptible d'être modifiée, il faut peut-être maintenant tenir compte de tous ces paramètres et clarifier la charte selon ce que les gens disent. Les Gabonais attendent cette clarification. Surtout que si vous regardez l'article 55, ça m'a un peu gêné, j'espère qu'ils vont le changer aussi. L'article 55, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. Bon, le langage me gêne. Pourquoi? Ça veut dire qu'on part du principe que les femmes n'ont pas droit à ces fonctions électives et on peut l'autoriser peut-être au cas par cas. Là, on retombe vraiment à une époque que je trouve inadmissible. Vous voyez, il faut revoir cet article. On ne peut pas dire l'accès des femmes aux fonctions électives peut être favorisé. Non. Si vous voulez juste simplifier, il faut dire doit être favorisé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes appelés à intégrer les femmes dans la gestion de la cité. On ne peut pas continuer à discriminer, on ne peut pas continuer à faire… Non, ce langage, je ne sais pas d'où il sort. Est-ce qu'il y a des gens patriarcaux dans leur système là, quelqu'un a trouvé utile de dire on va en réalité réduire la présence des femmes dans le système, que ça soit aux fonctions législatives ou nominatives, et que on peut, mais on n'est pas obligé. Oui, alors qu'aujourd'hui, on doit plutôt aller dans l'idée de dire les femmes ont tout autant la capacité que les hommes à être impliquées dans la gestion de la cité. Et moi, je suis pour que cet article soit même, en fait, c'est même pas nécessaire de l'avoir, il faut même l'éliminer. Parce que je ne vois pas pourquoi on a besoin de préciser que l'accès des femmes. Maintenant, si on veut faire du forcing en disant on veut avoir une politique active et proactive pour favoriser l'accès des femmes aux fonctions électives, donc ça veut dire qu'il faut plutôt dire l'accès aux femmes doit être, j'ai même envie de dire protégé, donc favorisé et aussi protégé par des mesures particulières prévues par la loi. Ouais. Et là encore, il faudra bien définir qu'est-ce qu'on veut dire parce que c'est un peu vague. Alors, donc, monsieur Onva, il y a un autre aspect là auquel je voulais toucher, qui était, oui, il y a un problème, je pense, qui parle de capacité, il faut avoir ses capacités mentales et physiques. Donc, il y a des articles comme ça, article 44, je crois, qui touchent à ça. Bon, il faut quand même être sûr que on protège l'accès des handicapés. C'est pas parce qu'on est handicapé physique qu'on ne peut pas assumer des fonctions. Ça encore, il faut veiller à clarifier ce discours-là, parce que ça peut être ça peut mener un peu à des confusions qui donneraient lieu à des débats sur est-ce que nous sommes en train de dire que quelqu'un qui est handicapé, par une infirmité physique, mais son cerveau fonctionne normalement, il peut fonctionner normalement, c'est pas parce qu'il est dans une chaise roulante qu'on va dire il ne joue pas de l'intégrité. Donc il y a des manières de redéfinir ce type de critères sans tomber dans la discrimination, et ça c'est très important. Bon, moi qui vis aux États-Unis ici, je vois comment les gens s'organisent en fait pour intégrer les handicapés, créer des points d'accès, des rampes pour que les handicapés accèdent à des bureaux et ainsi de suite.
Ça me semble être un peu des proclamations un peu rétrogrades. Hein. Bon, il faut, à mon avis, voilà. Et puis, bon, l'article 39, monsieur Onva, avait aussi un autre problème, c'est que l'article 39 disait ceci. Donc, après les cérémonies d'investiture, écoutez-moi bien, après les cérémonies d'investiture et dans un délai de 48 heures, le président de la Cour constitutionnelle reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président et du vice-président de la transition. Donc, nous parlons là de la déclaration des biens. Est-ce que j'ai raté un épisode ou est-ce que ça a déjà été fait? Il faudra que les gens qui nous suivent, hein, je ne sais pas si ceux qui nous suivent là peuvent nous informer s'il y a déjà eu une déclaration des biens, qui que ce soit. Vous voyez? Mais selon cet article 39, je crois qu'il y a beaucoup de gens là qui seront obligés à un moment de déclarer leurs biens. Mais là, ils avaient dit dans les 48 heures. Est-ce que ça a été fait, oui ou non? Ça, c'est une question fondamentale. Hein. Ça, ce n'est pas nous, hein, c'est ce qui est écrit dans la charte elle-même. Et nous essayons juste de comprendre, est-ce que tout cela aura été mis en place déjà pour que on sache justement c'est quoi les biens des uns et des autres. Et puis, il y aura les membres du gouvernement aussi qui devront se signaler. Hein, est-ce que leurs biens ont été déclarés, oui ou non? Donc, voilà un peu, hein, si vous voulez, mes chers compatriotes, les petites choses qui nous ont semblé quelque peu problématiques, mais qui ont besoin peut-être d'être nettoyées. On ne le dit pas parce que on veut du mal à qui que ce soit, on essaie juste de dire, quand vous avez un document comme celui-là, on comprend qu'il a été fait dans la précipitation la toute première fois, mais maintenant, c'est le moment de le nettoyer. Hein, voilà. Et puis, je souhaite aussi que, surtout au niveau, quelque chose que j'ai trouvé positif, c'est par exemple au niveau de l'article 62, où je vois, parmi les signataires surtout, parmi les signataires, en fait, la présence de tous les corps armés, forces de police, forces armées gabonaises, gendarmerie, sécurité pénitentiaire, santé militaire, génie militaire. Je vois plein de gens représentés là, hein, qui donnent une idée en fait du corpus général de nos forces armées et de nos forces de sécurité. Mais j'aimerais aussi que ça aille jusqu'à aussi donner à toutes ces forces-là l'accès aux armes et à toutes ces choses qui font que ce ne soit plus juste la garde républicaine qui dicte la loi, hein, martiale au Gabon, mais qu'en fait, ça soit démocratisé parmi tous les corps, hein, armés du Gabon, pour qu'en réalité, chacun joue pleinement son rôle. On a souvent entendu des choses comme on ne donne pas les armes aux autres corps, ils n'ont pas accès aux munitions et des choses comme ça. Je crois que cette démocratisation qui fait que toutes nos forces de défense et de sécurité soient plus ou moins organisées autour d'un consensus de gestion, hein, de la transition, mais que ça se répercute aussi sur la capacité de ces corps-là à jouir aussi de prérogatives, hein, dans ce corpus militaire qui ferait que voilà, l'armée régulière gabonaise soit l'armée régulière gabonaise dotée de la capacité de défendre le territoire national. Vous voyez, sous les Bongos, l'armée, c'était pour attaquer le peuple. Maintenant, on doit réorienter cette armée-là vers ses fonctions de défense, mais pour que l'armée régulière, pas l'armée républicaine, enfin la garde républicaine, qui ne devrait même plus exister, mais que l'armée régulière soit redéployée dans ses fonctions régaliennes de protection de notre pays, pour qu'on aboutisse au final à quelque chose de propre. Donc voilà, monsieur, on va, hein, ce que moi je voulais signaler. Donc allez-y, vous avez des commentaires à faire. On tombe exactement dans la même situation qu'on a combattue, vous voyez, au PDG. Parce qu'ils avaient tous les outils qui leur permettaient de leur garantir la victoire. Vous voyez, ils tripatouillent, ils font tout. Qui ne nous dit pas que si Oligui s'impose ou bien qu'il demande à être candidat, ayant nommé le président de la Cour constitutionnelle, ayant nommé le président du centre des élections, je sais pas comment on l'appelle, hein. Il a tout ça, il a tous ces outils qui peuvent lui permettre de gagner une élection, même si les résultats ne sont pas
ce qu'on a on a dans les urnes. Vous voyez? Donc, il a tous ces mécanismes-là qui peuvent lui garantir déjà une victoire si jamais il est candidat. Et c'est un peu ce que le peuple a combattu. Même si il n'est pas allé à la révolution, mais si nous avons remercié l'armée d'avoir pris ce pouvoir, ce n'est pas pour revenir appliquer les mêmes habitudes, les mêmes mécanismes. Parce que là, il y a un problème. Si on veut vraiment rentrer dans une démocratie, il va falloir qu'on dénonce cet article, je sais pas, article 44 ou article 40. Il faut qu'on crée quelque part un endroit où on dit que le président de la transition n'est pas éligible à la prochaine élection. Là, on aura une élection équitable. Mais on ne peut pas être en même temps jugé parti. Vous voyez? Il gère les institutions et il est candidat. Ça revient à ce qu'Ali Bongo faisait. Ça revient à ce qu'Omar Bongo faisait. Donc, il faut vraiment qu'on nous garantisse cela. Parce que l'appétit du pouvoir peut nous ramener la dictature, peut nous ramener tout ce qu'on a connu sous les Bongo. Donc, il va falloir vraiment que le peuple gabonais comprenne bien l'importance de ces articles. Il faut qu'il crée un article qui dit quelque chose sur le président Oligui ou bien n'importe quel président en transition. Moi, je trouve que c'est très important parce que c'est un peu ce que nous avons combattu jusque-là. Donc, je ne sais pas si le peuple gabonais sera assez vigilant, assez mûr, assez récalcitrant, assez revendicatif. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose, nous, le peuple gabonais. Voilà, voilà. Et je pense que vraiment, vous arrivez là maintenant à ce qui est important. Parce que je crois que les Gabonais, je comprends parce qu'il y a eu un traumatisme. 56 ans du même régime. Ça laisse des séquelles. Ça crée des désespoirs, mais aussi des espoirs monstrueux où nous voulons effectivement voir les choses presque se passer par un claquement des doigts. Et je comprends ça parce que c'est un peu ce que nous ressentons tous. Et monsieur, on va bien de conclure sur quelque chose de très important en réalité. C'est-à-dire que le pouvoir est une chose compliquée. Et vous n'arrivez au résultat que vous voulez que par l'élan de participation qui voudrait que vous donniez aussi du ton dans le débat, de telle sorte que même quand ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, lors de la transition, voudraient faire les choses d'une certaine manière qui ne vous paraît pas suffisamment transparente, suffisamment légale, suffisamment admissible, sur la base même des principes les plus fondamentaux, c'est à vous de vous organiser pour cela. Alors, pour moi et pour le BDP, tout ce que nous, on peut vous dire, c'est que nous regardons avec un peu de distraction ce qu'ils font, les nominations de ceci, parce que nous disons, ça c'est leur problème un peu. Mais eux nous donnent l'image, évidemment que nous ne voulons pas, mais ce n'est pas l'image du Gabon de demain là qu'on voit.